vous citez la somme de 100 millions de dollars, pardon. En réalité, certains parlementaires ukrainiens qui ont enquêté estiment que cette somme pourrait avoisiner les 250, voire les 300 millions de dollars. Donc un système de corruption beaucoup plus important que ce qui a été révélé pour l'instant. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, grosse affaire de corruption en Ukraine. Des enquêteurs ont accusé un proche du président Zelensky, un certain Timur Mindic, d'avoir organisé un système de corruption de 100 millions de dollars. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors c'est un système qui avait été mis en place autour de l'énergie, et en particulier de l'électricité en Ukraine, autour de l'électricité produite par l'énergie nucléaire, en l'occurrence les sous-traitants. En fait, c'était une sorte de pot de vin, de système mis en place depuis pas mal de temps maintenant, de pots de vin autour des sous-traitants de Energoatom, qui est l'entreprise publique ukrainienne de production d'électricité à partir du nucléaire. Voilà. Et ça vient d'être révélé effectivement par deux agences anticorruption en Ukraine. On a appris ça hier, enfin on a appris d'abord lundi, le montant de 100 millions de dollars d'escroquerie, en fait, et on a appris le nom à la tête de cette escroquerie, ce fameux Timur Mindic. Son nom a été annoncé hier par le bureau du procureur général ukrainien. Régis, qui est ce Timur Mindic? Alors c'est un homme, vous dites un proche de Zelensky, en fait il a même été très proche puisque il est toujours copropriétaire de l'agence dans laquelle Zelensky produisait ses spectacles, avec laquelle Zelensky produisait ses spectacles, donc ça remonte à l'époque où Zelensky était considéré comme un humoriste, et ils ont été associés, et donc ils se connaissent parfaitement depuis très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a partagé et qui aussi est accusé dans cette histoire, et c'est là où c'est beaucoup plus grave, d'avoir utilisé son accès au président Zelensky pour mettre en place ce système. Régis, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement en quoi relève ce système de corruption? Ce système consiste à faire pression sur les fournisseurs et les sous-traitants de ceux qui... on va dire l'architecture de la distribution de l'énergie en Ukraine, et en particulier de l'électricité. Il y a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs étatiques et des acteurs privés. Et en fait, il s'agissait de prendre des parts, carrément des pots de vin sur ces sous-traitants. Alors vous citez la somme de 100 millions de dollars, pardon. En réalité, certains parlementaires ukrainiens qui ont enquêté estiment que cette somme pourrait avoisiner les 250, voire les 300 millions de dollars. Donc un système de corruption beaucoup plus important que ce qui a été révélé pour l'instant. Pourquoi est-ce si gênant pour Zelensky, et particulièrement en ce moment? C'est très gênant parce que l'Ukraine, on le sait, et en particulier son système électrique, est régulièrement frappé par les drones russes, et que cette année, le travail, les missiles également, il y a plein de centrales qui ont été anéanties et qui sont régulièrement frappées par Moscou, ce qui fait qu'une partie des Ukrainiens se retrouvent à intervalles réguliers, parce que le courant peut être établi, dans le noir. Et donc, certaines entreprises, d'ailleurs, achètent des générateurs pour essayer de pallier au manque de courant à leurs frais. Et tout ça fait que le peuple et l'activité économique, les acteurs économiques mettent en place des systèmes pour pallier au manque de distribution d'électricité. Et dans le même temps, vous avez des individus qui profitent de on va dire de la situation particulière de l'Ukraine en guerre, et qui établissent un système de corruption sur le dos en fait du peuple ukrainien. Donc c'est très très malvenu, particulièrement en ce moment. Il commence à faire froid, on va rentrer dans les mois particulièrement durs en Ukraine, et donc la population, oui, est particulièrement sensible à ce sujet. Régis, ce n'est pas la première affaire de corruption en Ukraine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que tout le système est corrompu? L'Ukraine, avant le conflit, était considérée comme un des pays les plus corrompus au monde.
le conflit s'est déclenché en février 2022. Ce système de corruption, on le sait, ne s'est pas arrêté du jour au lendemain au nom de la cause nationale, et certaines pratiques ont continué à se développer, notamment sur les achats militaires, où là aussi il existe un certain nombre de vendeurs, de sous-traitants aussi d'armes, parce qu'il faut se procurer des armes. Il y a aussi l'impérieuse nécessité pour l'Ukraine d'avoir des stocks de munitions, de pouvoir... alors l'Ukraine est aidée par les Européens, mais on s'est rendu compte depuis longtemps qu'une partie de ce matériel n'arrivait jamais jusqu'au front. Donc ça, déjà, ça a posé problème. Maintenant, c'est tout le système, effectivement, qui est corrompu. Vous avez raison de préciser que c'est pas le premier scandale. Au début de la guerre, d'ailleurs, une émission de CBS News, chaîne américaine, avait montré que environ la moitié de l'armement n'arrivait pas au front. Étonnamment, ce reportage n'a pas eu la publicité qu'il aurait mérité d'avoir. Voilà. Il fallait serrer les rangs et être, on va dire, derrière l'Ukraine à fond, et donc ça faisait mauvais genre. Maintenant, les Américains ont imposé auprès des Ukrainiens des agences, ces fameuses agences anticorruption, qui sont le bureau national d'anticorruption, NABU, et également l'autre qui est SAPO, qui est le bureau de prévention de la corruption auprès du procureur général d'Ukraine. Donc ces deux entités, ces deux piliers font un travail très important qui a failli récemment être mis en cause par le président ukrainien lui-même, puisqu'il a tenté de prendre le contrôle de ces agences. D'ailleurs, Régis, vous l'avez dit, ce scandale il a été révélé par 2 organismes anticorruption. Pourquoi ces organismes peinent-ils à être indépendants dans le pays ? Parce que c'est pas, il y a aujourd'hui un problème, on va dire, en Ukraine de suppression des libertés, l'opposition n'a pas voix au chapitre. Tout ça peut être expliqué par la guerre, par le fait que, encore une fois, tout le monde se rassemble derrière le président, mais en réalité, le président n'a pas été réélu non plus, il est arrivé au terme de son mandat. Donc il y a tout un tas de domaines dans lesquels l'Ukraine, finalement, s'écarte des libertés et de la démocratie qu'elle est censée défendre, dans l'approche du conflit en Ukraine. C'est la dictature, c'est la Russie, et l'Ukraine, c'est la démocratie. C'est ce qu'on nous dit. Or, en réalité, c'est pas du tout ça. Et pourquoi ces agences posent problème? Parce qu'elles sont réellement indépendantes. Vous en avez une troisième également qui est chargée d'enquêter, et il y a des audits qui ont été menés par des parlementaires ukrainiens sur la question de l'armement et la question des fournitures d'armes, etc., et de la déperdition qu'il peut y avoir. Et là, les autorités utilisent un argument classique pour essayer justement d'intervenir. Ils utilisent les services de renseignement. Le SBU est intervenu pour arrêter un certain nombre de personnages qui sont accusés d'être pro-russes. Voilà. C'est-à-dire, Zelensky avait dit à propos de ces agences que ces agences étaient, infestées d'agents russes, en fait. Donc on arrête des personnes et ça permet en fait de prendre contrôle. Mais quand on regarde le revers de la médaille qui nous est livré quelque part par une ONG ukrainienne qui est, pour le coup, elle, très opposée à Zelensky, qui s'appelle Transparency International. Transparency International explique que la démarche que Zelensky et son directeur de cabinet, Andrei Yermak, également, parce qu'il est très impliqué là-dedans. Yermak, c'est le chef de cabinet, mais c'est à lui seul le gouvernement, en fait. Il a l'accès à Zelensky. D'ailleurs, il vient aussi du monde du luxe, d'avant. Il a connu Zelensky en 2011, un peu comme Timur Mindic. C'est la même, on va dire, c'est la même engeance au départ. C'est pas des gens qui viennent du monde militaire, c'est des gens qui viennent plutôt du monde civil et qui ont rejoint Zelensky, qui ont participé à ses campagnes, etc., etc. Mais Yermak, par exemple, aujourd'hui, plus
une seule décision. Quand on va avoir accédé au président, il faut passer par Yermak. Il verrouille tout. Il verrouille tout et il décide, par exemple, on va dire, de remplacer tel ministre. Et tout ça se fait finalement avec l'accord de Zelensky, mais il y a quand même des personnages clés comme ça. Et sur la question justement des agences, ce que nous dit Transparency International, j'y reviens, c'est que en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est voir au sein des agences quelles sont les enquêtes en cours et si ces enquêtes pourraient inquiéter on va dire le haut du panier en Ukraine, les plus hautes sphères, et quel type d'enquêtes sont menées. Ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a quelques mois, Zelensky et Yermak tentent justement de prendre le contrôle des deux agences, et aujourd'hui, ce sont les agences qui inquiètent qui précisément? Un proche de Zelensky. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je ne sais pas comment ça va se ressentir. Parce qu'on sait que les Ukrainiens, quand il y a eu cette tentative de la part de Zelensky de prendre le contrôle, sont descendus dans la rue. La présidence a dû reculer pour ne pas avoir, en plus de la guerre à gérer, un mouvement social. Ils ont compris que les Ukrainiens étaient très attachés à cette lutte anticorruption qui les pénalise, qui pénalise l'individu en Ukraine, en plus des efforts qu'il a à contribuer pour la guerre. Volodymyr Zelensky a-t-il réagi à cette affaire de corruption? Pas encore, à ma connaissance, mais je pense qu'il y aura un communiqué où il sera sans doute interrogé là-dessus, parce que là, on est vraiment face à quelqu'un qui est très proche, qui a quitté le pays d'ailleurs, peu de temps avant l'annonce, sachant qu'il allait être directement dans le viseur. Voilà, donc c'est en tout cas une histoire qui n'est pas terminée. Le Washington Post, d'ailleurs, explique que ça pourrait toucher d'autres personnalités de premier plan, dont peut-être l'actuel ministre de la Défense ukrainien. Merci Régis. Merci.